Retrouvez Smart Bourse avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social. Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h, et le soir, la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière à partir de 18h30 pendant 1 heure. Au sommaire ce soir, des marchés européens esselés en l'absence de Wall Street, fermés pour cause de jours fériés. On commémore aujourd'hui la mort de Martin Luther King aux États-Unis. L'Europe marque une pause donc avec des indices européens qui tournent autour de l'équilibre. Ce soir, plutôt positif à la clôture. Le CAC 40 grappille 0,10% au-delà des 5600 points. Le seuil des 5006 est préservé en clôture ce soir, avec un grand écart à signaler au sein du CAC. Stellantis d'un côté, donc l'entité issue de la fusion entre PSA, Peugeot Citroën et Fiat Chrysler, qui s'envole pour son premier jour de bourse sous cette forme de cotation. Et puis à l'inverse, Carrefour, avec une spéculation qui s'est désormais complètement dégonflée depuis que le gouvernement français a rejeté poliment mais fermement l'offre de Couche-Tard sur le groupe français. Le titre Carrefour a signé à nouveau aujourd'hui la plus forte baisse du CAC. Vous aurez le résumé complet dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Le chiffre macro du jour, c'est la croissance chinoise pour 2020 et plus encore la croissance chinoise attendue pour 2021 qui va peut-être marquer les esprits. Une croissance positive donc pour la Chine l'an dernier avec un quatrième trimestre qui a permis de revenir à 6,5% de croissance sur un an. Au total, la Chine a engrangé une croissance positive de 2,3% pour son économie l'an dernier et on parle désormais d'une croissance 2021 qui pourrait dépasser les 8%, atteindre peut-être même pourquoi pas les 9%. On parlera évidemment largement de la Chine avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Les États-Unis également qui seront évidemment le gros morceau cette semaine avec demain l'audition de Janet Yellen devant le Sénat et puis l'investiture de Joe Biden ce mercredi. Enfin, dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, on parlera des petites capitalisations boursières et on s'intéressera précisément au compartiment Euronext Growth, l'ancienne Alternext, qui a vu en moyenne les valeurs cotées sur Euronext Growth bondir de plus de 30% l'an dernier. C'est Cécile Abouillan, responsable de l'analyse financière chez Euroland Corporate, qui sera avec nous pour ce focus concernant le compartiment Euronext Growth en direct à partir de 19h15. Tendance, mon ami, le résumé complet de la séance du jour en Europe avec un CAC qui préserve les 5600 points en clôture. C'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Clôture en très légère hausse ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien gagne 0,10% à 5617 points dans un volume d'échange relativement faible d'environ 2,4 milliards d'euros. Les investisseurs qui se sont essentiellement concentrés aujourd'hui sur l'actualité des valeurs face à la clôture de Wall Street en raison du Martin Luther King's Day, mais aussi en raison d'un agenda macroéconomique assez peu chargé. Les investisseurs ont tout de même pris connaissance ce matin de la croissance plus forte qu'attendue du PIB en Chine qui gagne 6,5% au quatrième trimestre. Les ventes au détail en Chine toujours ont déçu de leur côté, reculant de 3,9% sur l'année 2020. La Chine qui fait face à de nouvelles mesures de la part de Washington. L'administration Trump a en effet fait part de son intention de rejeter un nombre significatif de demandes de licences d'exportation en direction de Huawei. En ce qui concerne notamment les semi-conducteurs, l'administration Trump a également révoqué plusieurs licences existantes, dont celle d'Intel qui fournissait l'entreprise chinoise en puces électroniques. Du côté des valeurs à présent à la Bourse de Paris, Couche-Tard et Carrefour ont fait part de l'arrêt des discussions préliminaires en vue d'un potentiel rachat. Un arrêt brutal que les deux groupes ont expliqué par les récents événements sans donner plus de détails. Une façon de pointer le veto du gouvernement sur le sujet sans le nommer. Les deux groupes ont cependant décidé de mettre en place une coopération dans plusieurs domaines comme le partage des bonnes pratiques dans la distribution de carburant, le développement d'achats en commun ou encore l'optimisation de la distribution dans les zones géographiques communes. Suez fait part de sa volonté de soutenir une offre alternative à son rachat par Veolia. Le groupe de traitement des eaux et des déchets a en effet reçu une lettre d'intention des fonds Ardian et GIP qui proposent plusieurs scénarios alternatifs, dont celui d'un rachat des actions Suez au prix de 18 € par action. Un prix égal à ce qu'a proposé Veolia la semaine dernière au conseil d'administration de Suez sur les 70,1% du capital qu'il ne possède pas encore. Veolia, qui a d'ailleurs déclaré que les 29,9% du capital de Suez qu'il a acquis auprès d'Engie ne seraient pas à vendre.
Stellantis a de son côté fait ses premiers pas en bourse aujourd'hui. Le 4e groupe automobile mondial issu de la fusion de Peugeot et Fiat Chrysler est né samedi dernier. Après un peu plus d'un an de préparatifs, les actionnaires de Peugeot ont chacun reçu 1,742 actions Stellantis pour une action Peugeot. Stellantis qui fait également ses premiers pas à la bourse de Milan aujourd'hui, mais seulement demain à Wall Street. Air France subit de son côté des négociations difficiles entre Paris et La Haye à propos des aides à la compagnie, selon un quotidien néerlandais. Le gouvernement néerlandais souhaiterait injecter les aides directement dans la compagnie KLM et non dans la holding de tête. Air France qui pâtit également ce soir de la décision du Royaume-Uni de fermer tous les corridors de voyage vers le pays dès aujourd'hui. Demain, les investisseurs pourront suivre l'audition de Janet Yellen devant le Sénat avant sa confirmation au Trésor. Les investisseurs suivront également plusieurs statistiques venues d'Allemagne comme l'indice ZOO de confiance des investisseurs pour le mois de janvier et l'inflation définitive en Allemagne toujours pour le mois de décembre. En Allemagne, toujours, Angela Merkel devra également décider de la stratégie à adopter pour stopper la propagation du virus. Et côté entreprise, Alstom publie son chiffre d'affaires du 3e trimestre demain, tandis qu'aux États-Unis, les investisseurs découvriront les résultats de Bank of America, Goldman Sachs, mais aussi les résultats de Netflix au 4e trimestre. Nicolas Pagnès qui nous accompagne en fil rouge tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Véronique Riche-Lorès est avec nous ce soir en plateau, économiste et présidente de RF Research. Bonsoir et bienvenue Véronique. Bonsoir Grégoire. Vincent Chéniaud nous accompagne également en plateau, le directeur de la recherche de Generali Investments. Bonsoir et bienvenue Vincent. Bonsoir Grégoire. Et Philippe Wechter que j'accueille à distance avec nous également pour nous accompagner ce soir, directeur des études économiques d'Ostrom Asset Management. Bonsoir et bienvenue Philippe. Merci beaucoup d'être avec nous en visioconférence. Le premier sujet à la une ce soir, c'est quand même la croissance chinoise positive en 2020. Plus 2,3% sur l'ensemble de l'année avec un 4e trimestre qui ressort à 6,5% de croissance. Véronique, que dire du rythme et de la composition de la croissance chinoise en 2020 ? First in, first out. Ils en sont sortis quand même de manière assez spectaculaire. Qu'est-ce qu'on peut lire derrière les chiffres de croissance officiels publiés par la Chine aujourd'hui ? On peut dire spectaculaire, on a le droit de dire un peu suspecte, parce que quand même quand on regarde la corrélation ou la relation entre le degré de mesure de restriction et l'évolution du PIB à travers le monde, on a quand même une très très belle corrélation. Puis il y a un pays qui sort complètement du truc là, ça s'appelle la Chine. Bon, c'est plus suspect d'habitude. Non, parce que la suspicion vis-à-vis des données chinoises, elle est permanente. C'est le disclaimer habituel ou là, elle est spectaculaire. Spectaculaire. Après, bon, voilà, peut-être qu'on n'a certainement pas de toute façon les moyens de tout expliquer, donc dont acte. Après, on fait avec ce qu'on a. Donc ces deux données sont plutôt bonnes, incontestablement, dans le contexte actuel, où la plupart des pays auront une récession sur l'année 2020. Maintenant, quand on regarde dans le détail, il y a quand même des signes qui ne trompent pas, effectivement, sur les distorsions entre les différents secteurs. L'industrie s'en sort plutôt bien, incontestablement. L'électronique, l'automobile ont porté la reprise industrielle. Dans les services, c'est quand même beaucoup plus difficile. On termine l'année sur une croissance zéro, alors que les secteurs des services étaient plutôt en tendance sur du 8%, 8-9% ces dernières années. Donc là, il y a quand même un manque à gagner qui est encore très substantiel, qui probablement s'explique d'abord par les entreprises qui ont consommé moins de services et puis par les ménages. On voit que même les ventes de détail, les achats de biens, etc., ont beaucoup de mal à reprendre. Là aussi, beaucoup de distorsions. Les ménages chinois ont fait comme les autres dans beaucoup de pays. Ils ont acheté de l'électronique, de la téléphonie et puis tout le reste, c'est quand même laissé pour compte. Donc, ce sont malgré tout des chiffres positifs, dont acte, qui nous disent quelque chose sur l'avenir. Et c'est là que c'est important. C'est que finalement, quand on regarde et qu'on essaye d'estimer à combien pourrait se situer la croissance l'an prochain, on a ce qu'on appelle, nous, des effets d'acquis, c'est-à-dire on bloque tout à partir du niveau fin 2020, et puis on regarde ce que ça donne avec une croissance zéro. Eh bien, ça nous donne du 6%. Incroyable. Donc, si vous rajoutez une prévision de croissance ou une projection de 1% par an, vous êtes quasiment à 9%. Si vous mettez 1,2, ce qui était la croissance qu'on a eue les 3 précédents trimestres avant la crise, vous êtes à 9,3.
Voilà. Donc on aura une croissance spectaculaire avec pas grand-chose. Ce qui veut dire que la perception qu'on aura de la Chine restera probablement très enthousiasmante. Sans doute pour partie fausse, à mon avis, pour une bonne partie d'ailleurs erronée, mais il n'en reste pas moins que je pense que dans le conflit États-Unis et la bataille pour la première place mondiale, États-Unis-Chine, on a sans doute un sujet qui va rester longtemps sur la table et qui va être peut-être ranimé, même avec un Biden à la tête des États-Unis. Qu'est-ce qu'il y a de faux, parce que 2020 c'est passé, c'est 2021 qui nous intéresse, qu'est-ce qu'il y a de faux, entre guillemets, derrière le 8-9% de croissance qu'on peut attendre pour l'économie chinoise cette année, Véronique? Alors, qu'est-ce qu'il y a de faux? Il n'y a pas grand-chose de faux. En fait, les effets sont les effets statistiques. Quelle est l'erreur d'interprétation à ne pas faire? Il y a de grandes erreurs d'interprétation, c'est-à-dire l'image d'une Chine gagnante qui aurait non seulement, a priori, ils ont supplanté le virus mieux que nous, ça me semble à peu près incontestable, mais qui pourrait redevenir le moteur de la croissance mondiale. Et je crois que ce n'est pas du tout ce qui se profile. La Chine, effectivement, d'abord est en proie à de grandes difficultés sur ses secteurs traditionnels à l'exportation, des difficultés qui vont rester sans doute assez importantes parce que la croissance peut revenir, mais le mode de consommation est en train de changer. Le changement vers une croissance décarbonée n'est pas très favorable à l'industrie chinoise, qui néanmoins a sans doute la capacité de se convertir beaucoup plus rapidement que bien d'autres pays. Donc ça, c'est un sujet qui pourra devenir fâcheux d'ailleurs à terme. Mais surtout, la Chine est surendettée à un point, et je pense que ça a été la démonstration ces 3 dernières années, qui réduit considérablement sa capacité à rebondir. Et donc à assumer ce rattrapage domestique ou la poursuite de ce rattrapage domestique sur lequel beaucoup escomptent des retombées, non seulement chinoises, mais mondiales. Et je pense qu'on va souvent vite en besogne, ce qui veut dire quoi? Pour moi, ça ne veut pas dire que la Chine est soumise à de grandes difficultés ou quoi que ce soit, ça veut dire qu'elle risque d'être d'autant plus agressive à l'extérieur de ses frontières. Et je pense que c'est peut-être cet aspect-là d'une Chine offensive qu'on regarde peut-être pas suffisamment. Vincent Chéniaud et puis Philippe, bien sûr, qui réagira. Quels sont les messages envoyés par les chiffres de croissance chinoise et les enseignements, effectivement, qu'on peut en retirer, notamment du point de vue des marchés? Est-ce qu'il y a encore l'idée dans les marchés qu'une croissance chinoise qui reviendrait à 8-9%, ce qu'on n'a pas vu les années précédentes, ce serait un effet d'entraînement mondial? Oui, alors je partage l'idée qu'il ne faut pas trop se fier aux chiffres de croissance annuels pour 2021, puisqu'effectivement l'acquis de croissance est déjà très fort. Quand vous commencez 2020 très bas, qu'ensuite vous remontez fortement, inévitablement la moyenne 2021 sera très forte par rapport à 2020. Donc effectivement, nous attendons quelque chose comme 8%, donc un chiffre annuel très fort, mais qui masque quand même une réalité statistique particulière. Ceci dit, je pense qu'il en ressort quand même l'idée d'une Chine gagnante. La Chine a remarquablement résisté, même si ces chiffres sont exagérés. La Chine a remarquablement géré la crise Covid et remarquablement résisté par rapport aux économies occidentales. Alors, ceci dit, en Chine, on a toujours ce balancier entre la volonté de protéger la croissance à tout prix, parce que la croissance, c'est aussi la stabilité sociale, mais en même temps, faire attention à ces déséquilibres, en effet, au niveau de l'endettement. Et je pense que le curseur, qui était très nettement au côté croissance en 2020 du fait de la crise Covid, va revenir un petit peu vers le côté endettement et donc faire attention à la question de stabilité financière. Et déjà, on voit que les chiffres de décembre eux-mêmes sont un peu plus mitigés et on voit surtout que les chiffres d'agrégat monétaire sont en train de ralentir. Ah oui. Donc effectivement, ce qu'on appelle l'impulsion de crédit qui était extrêmement forte va ralentir cette année et c'est important pour le marché en termes de rotation sectorielle parce que le secteur manufacturier globalement a extrêmement bien résisté avec vraiment l'aide de la Chine. En revanche, le secteur des services a beaucoup souffert. Le secteur des services dans le monde occidental devrait se normaliser avec la réouverture cet été, alors que le secteur manufacturier probablement va se calmer un petit peu. Mais effectivement, l'impact de la politique économique est considérable. Un ami me rappelait, donc qui est directeur d'une PME, me rappelait la flambée des prix de l'acier.
Je ne sais pas si vous regardez les prix de l'acier, c'est absolument hallucinant. Et c'est dû en partie à une demande très forte en Chine, notamment dans le secteur de la construction. Ça, je pense qu'ils vont un petit peu ralentir. Il ne faut pas tirer des droites par rapport à ces tendances-là. Il y a eu la gestion de la crise, avec sans doute, effectivement, on a remis un peu de carburant dans la machine, mais vous dites qu'il ne faut pas extrapoler ces tendances-là. Non, je pense qu'effectivement, en termes de politique économique, on va s'intéresser en Chine de nouveau aux questions de stabilité financière, à cette question de la dette qui a littéralement explosé en Chine. Donc effectivement, je pense que en termes de variation trimestrielle, les choses vont se calmer en Chine. En termes de soutien de politique économique, les choses vont se calmer. Mais a priori, ça va se produire à un moment où cet été, espérons-le, les économies occidentales vont se réouvrir et vont repartir. Donc pour l'économie globale peut encaisser ce choc en Chine où ça va être un peu moins vigoureux. Ouais. L'endettement de la Chine, il est toujours aussi préoccupant, il l'est plus encore aujourd'hui, sachant que les économies développées accumulent 10, 15, 20 points de PIB de déficit et de dette supplémentaires à travers cette crise. Est-ce que l'endettement chinois, en relatif, devient moins inquiétant? Pas forcément. Alors, les décideurs de politique économique en Chine disent qu'ils sont un petit peu moins inquiets aujourd'hui sur la dette qu'ils ne l'étaient il y a 2 ans. À voir, parce que je pense qu'effectivement, on a de nouveau lâché du lest pour soutenir l'économie. Donc, il y a quand même un vrai risque. Les niveaux de dette sont très élevés, au niveau qu'on a dans les économies développées occidentales, ce qui est pour un pays qui émerge est quand même tout à fait inhabituel. Donc il y a quand même un sujet. Je pense vraiment que la politique économique va être rebalancée cette année. Et une dette de moins en moins productive, c'est ce que vous disiez, Véronique. Un yuan de dette produit de moins en moins d'unités de PIB, c'est ça. Du multiplicateur. Et d'ailleurs, ça peut-être nous servir d'avertissement ou d'avertissement sur ce qu'on attend ou qu'on est en droit d'attendre des politiques de relance. Parce qu'effectivement, une population trop endettée ne joue pas son rôle de relais des politiques publiques. La question se pose à l'égard du plan Biden de relance. Quel sera le multiplicateur du secteur privé, et y compris en Europe? On va y venir au plan Biden, évidemment, mais d'abord, Philippe Wechter, peut-être quelques réactions, remarques, commentaires sur la question chinoise après le chiffre de croissance publié ce matin. Qu'est-ce que ce chiffre de croissance vous envoie comme signal, comme message, Philippe? Plusieurs choses. La première, c'est que on est revenu dans la période après Covid, après confinement, à quelque chose d'assez classique en Chine. On a boosté l'offre au détriment de la demande. C'est-à-dire que globalement, et c'est ce qu'on a vu, ce qu'évoquait Véronique tout à l'heure, les ventes de détail ont baissé sur l'année 2020, ce qui est quand même extrêmement préoccupant dans une situation où la croissance progresse malgré tout, l'activité progresse de 2,3%. Et on voit bien qu'avant la crise sanitaire, les ventes de détail progressaient plus vite que la production industrielle. Depuis le printemps dernier, c'est le contraire qu'on observe. La production industrielle progresse très vite. Ça a été boosté par la politique économique. L'endettement qui a été évoqué est très fort, a progressé très rapidement. Et on voit bien qu'effectivement, la Banque centrale est attentive à cette question, elle s'interroge, mais elle est toujours prise entre deux feux, entre le feu de maintenir l'activité et de maintenir la stabilité sociale, telle que l'évoquait Vincent, et la nécessité de limiter l'endettement. Alors on le voit sur des différents indicateurs, notamment sur le financement hors banque, non bancaire. On voit bien que la Banque centrale essaye de réduire un petit peu l'impact. Moi, ce qui me préoccupe le plus dans cette situation chinoise, c'est qu'on a un commerce extérieur qui est extrêmement excédentaire. On l'a vu avec les chiffres qui ont été publiés en fin de semaine, la semaine dernière. On a un excédent extérieur qui est de l'ordre de 6 points de PIB, avec une progression très rapide des exportations et quasiment une stagnation des importations. Ça veut dire que, compte tenu de la taille de l'économie chinoise, qui est considérable, cet excédent qui n'est pas recyclé par des investissements, c'est de l'épargne qui reste
il n'y a pas beaucoup d'investissement public, d'investissement extérieur en Chine en ce moment. Et donc, c'est de l'épargne. Et ça veut dire que cette partie-là n'est pas remise en jeu. Et donc, c'est un frein pour l'économie mondiale. Et c'est ça la problématique aujourd'hui, me semble-t-il, de l'économie chinoise, c'est qu'elle a trouvé toujours la même recette pour relancer son économie, pour retrouver des chiffres robustes, avoir des chiffres en 2020 qui vont être très forts en 2021 qui vont être très forts également. Mais cette fois-ci, et contrairement à ce qu'on avait observé en 2010, c'est au détriment du reste du monde. Et ça, c'est très nouveau, très particulier. On le voit d'ailleurs sur un indicateur quand on calcule la contribution des exportations chinoises, la contribution de la Chine, aux exportations allemandes. On voit bien que par rapport à 2010, on est bien en dessous des niveaux qui étaient observés alors. Ça veut dire que la Chine ne joue pas le rôle de locomotive qui était le sien. Et ça, c'est très nouveau, très, très préoccupant parce que ça pèse sur l'économie américaine, ça pèse sur l'économie européenne, ça pèse sur l'économie globale. 6 points de PIB d'excédent, c'est un frein de l'ordre de 1,2% sur le PIB du reste du monde. C'est beaucoup dans une configuration où chacun essaye de retrouver de la croissance. Et donc, il n'y a pas cette impulsion habituelle de l'économie chinoise. Alors, probablement qu'en 2021, les choses vont se normaliser. Si l'économie chinoise retrouve une allure un peu plus habituelle, on va retrouver une consommation un petit peu plus solide, etc. On va retrouver un équilibre plus habituel. À ce moment-là, peut-être que les importations repartiront, le surplus extérieur se réduira et la Chine contribuera à nouveau à l'économie mondiale. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et ça, c'est très embêtant. Je voyais, alors les experts de Nomura nous disent que la Chine dépassera économiquement les États-Unis en 2028. Je crois qu'ils avaient une projection précédemment qui montrait plutôt 2030. Oui, enfin, je ne sais pas s'il y a un commentaire. 2028, la Chine économiquement plus forte que les États-Unis, c'est le sens de l'histoire. C'est une échéance qui est à peu près raisonnable. Vincent, je ne sais pas si c'est... Ça me semble assez raisonnable, en effet. C'est le sens de l'histoire, avec une croissance chinoise qui est nettement supérieure à celle de ses compétiteurs. Donc, sauf accident de parcours, en effet, puisque encore une fois, on a ces questions de stabilité financière. Sauf accident de parcours, ça me paraît raisonnable. Bon. C'est quoi? C'est le sprint final, là, entre les États-Unis et la Chine, Véronique? Je pense un petit peu, avec quand même une énigme, et là, je rebondirai sur ce que vient de dire Philippe. La leçon de tout ça, si les tendances en cours se poursuivent en Chine, c'est que la Chine vieillit et qu'elle entre dans un circuit déflationniste. Elle a été source de reflation de l'économie mondiale, ô combien, depuis 2003, à peu près jusqu'en 2013-14. Et là, et d'ailleurs, la cassure de la contribution positive de la Chine, elle remonte à peu près à 2014. C'est là qu'ils ont disparu finalement comme locomotive. Et si aujourd'hui, dans la phase de reprise, ils ne sont pas capables de renouer avec ce rôle de locomotive, alors ils seront dans un système de déflation larvée ou déflation tout court. Et ça, c'est une vraie question, y compris donc potentiellement, c'est un terrain favorable à l'appréciation du taux de change, du yuan, qui accélère la convergence ou la montée en puissance de l'économie américaine par rapport de l'économie chinoise par rapport à l'américaine. Voilà, toute cette histoire est complètement cohérente en fait. Donc oui, 2028. Après, ça veut dire que du côté américain, sans doute qu'il y aura des représailles aussi ou des tentatives. Oui. On ne laissera pas la course finale se dérouler aussi facilement pour la Chine que ce qu'on peut imaginer. Venons-en à la partie américaine. Philippe Wechter, je vois que vous voulez réagir. Je vous laisse réagir. Et puis, embrayer, si vous le voulez bien, Philippe, sur la partie américaine. Le plan de 1,9 trillion de dollars. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme impact si cette enveloppe venait à être déployée? Je vous laisse réagir, Philippe. Juste une remarque sur 2028. C'est pour des chiffres globaux en dollars. Depuis 2014, le PIB en parité de pouvoir d'achat est plus élevé en Chine qu'aux États-Unis si on suit les chiffres du FMI. Et l'autre remarque, c'est que ces chiffres, c'est le PIB global, ça n'est pas le PIB par tête. Et donc, quand c'est pas parce que l'économie chinoise va bien
que tous les Chinois vont bien. Et donc il faut bien distinguer cette question. Et de toute façon, sur la période qui s'ouvre, les tensions entre la Chine et les États-Unis vont continuer, parce qu'on voit bien qu'il y a une vraie problématique techno, une vraie concurrence technologique. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a évoqué Joe Biden à plusieurs reprises. La Chine reste l'ennemi pointé du doigt des États-Unis, le concurrent duquel il faut se méfier terriblement. Joe Biden ne va pas faire machine arrière vis-à-vis de la Chine. On voit bien, quand on regarde les relations entre la Chine et les États-Unis, depuis que la Chine, si on prend ça comme point de départ, est rentrée dans l'Organisation mondiale du commerce en décembre 2001, on voit qu'à chaque étape, depuis cette date-là, eh bien, les tensions entre Chine et États-Unis ont été fortes. Alors, ça a été parfois sur la monnaie, parfois sur d'autres. Là, on est sur la technologie et ces tensions qui sont accentuées très nettement avec Donald Trump à la Maison-Blanche ne seront pas inversées, me semble-t-il, avec Joe Biden. Joe Biden nous a dit à plusieurs reprises, nous, on veut faire bloc avec les Européens pour contrer la Chine. Et on voit bien pourquoi. C'est-à-dire que si les États-Unis ne se mobilisent pas, eh bien, le standard technologique risque d'être plus chinois qu'américain dans les années qui viennent. C'est l'objectif des Chinois et c'est tout l'objectif des Américains de ne pas se laisser faire. Et donc, on va avoir encore, pendant pas mal de temps, ces tensions entre les deux pays. Bon, 1900 milliards de dollars, pourquoi faire, Philippe, aux États-Unis ? C'est l'enveloppe que veut déployer Joe Biden. Déjà, est-ce qu'il a les marges de manœuvre politique pour le faire ? Est-ce que le trou d'air économique qu'on peut imaginer aux États-Unis en ce début d'année est un levier pour Biden politique pour faire passer cette enveloppe-là ? Dans les 1,9, dans les 1900 milliards, auxquels il faut rajouter les 900 milliards qui ont été votés juste avant le départ de Trump, ça fait un package tout à fait considérable. Il y a 400 milliards dans la version Biden publiée la semaine dernière. Il y a 400 milliards de lutte contre la pandémie, parce que ça, c'est une question à laquelle on doit être très attentif. Les Américains ont du mal à maîtriser la question sanitaire un peu plus que les Européens. Donc là-dessus, il va falloir faire des efforts considérables. Et on voit bien d'ailleurs que les premières données de cette année, on l'a vu sur les inscriptions hebdomadaires au chômage, on l'a vu sur les ventes de détail, on a des chiffres qui sont pas très bons, qui inversent même la tendance. Et donc, il y a besoin de soutenir les choses, parce que il n'y a pas aux États-Unis de mécanisme automatique, comme ça a été le cas en France, par exemple, avec la procédure de chômage partiel, en France ou en Allemagne ou dans les pays européens. Cette procédure automatique qui ne fait pas l'objet d'effets d'annonce très forts, mais qui sont un filet de sécurité très important pour les États européens. Ce filet de sécurité n'existe pas spontanément aux États-Unis, donc il faut créer les conditions pour qu'un tel filet de sécurité puisse exister, d'où ces annonces. Il y en avait une, l'annonce du mois de mars, et l'annonce de Trump récemment, l'annonce de Joe Biden maintenant, mais c'est le cadre nécessaire pour que la situation américaine ne périclite pas, parce que c'est ça l'enjeu. On voit bien que l'économie, moi je trouve très intéressant ce qu'on observe sur le marché du travail, c'est-à-dire qu'on voit d'abord que le marché du travail a du mal à retrouver la dynamique qui était la sienne avant la crise, c'est-à-dire que l'économie américaine par rapport aux périodes antérieures, aux périodes de récession antérieures, a du mal à revenir dans la course, mais on voit aussi, quand on regarde toutes les analyses qui sont faites par type de qualification, qu'on a quelque chose de très différent et de très discriminant au sein des gens. Les gens qui sont qualifiés ont terminé leur crise. La crise, elle n'existe plus. Par contre, pour les gens qui sont peu ou mal qualifiés,
le choc est persistant. C'est-à-dire que l'emploi a baissé et il ne rebondit pas. Donc, pour eux, il y a une nécessité d'avoir un plan de soutien et c'est l'objectif de Joe Biden. La question qui devrait être simple maintenant est celle du soutien politique dont il va bénéficier au Congrès. Ouais, effectivement. Bon, Vincent Chéniaud, plan nécessaire, suffisant, largement suffisant. Oui, le problème, c'est que M. Biden a dit deux choses qui se contredisent à peu près dans la même phrase, à savoir un plan de 1900 milliards, mais un plan qui également devrait faire l'objet d'une réconciliation nationale avec le soutien des Républicains. Et très franchement, les Républicains ne vont pas soutenir un plan aussi ambitieux. Vous savez que pour faire passer les mesures au Sénat, il faut 60%. Oui. C'est ce qu'on appelle le filibuster. Il a un joker, M. Biden, avec le processus de réconciliation budgétaire, mais il ne peut utiliser ce joker qu'une seule fois cette année. Donc il faut faire attention. Il me semble que le plus probable, c'est qu'effectivement le plan soit revu à la baisse, peut-être de l'ordre de 1 trillion, 1000 milliards, 1100 milliards. Mais probablement pas l'ensemble des mesures qui ont été proposées par M. Biden. Alors ceci dit, ça demeure, surtout après les 900 milliards signés avant Noël, ça demeure un plan de relance... Même amputé de quelques centaines de milliards, voilà, ça reste massif. Très significatif et très important, et probablement suffisant. Mais je ne crois pas qu'on aura les 1,9 trillion. Est-ce que ça veut dire que les taux américains vont continuer de monter au cours de cette année? Là, ils ont un peu baissé ces derniers jours. Donc, tout de suite, on se demande si c'est déjà une remise en cause. Le sens de l'histoire, pour vous, c'est toujours d'avoir des taux américains plus hauts que ce qu'on a vu ces derniers temps. Un peu plus haut, mais je dois dire qu'on a quand même été surpris par le mouvement quand même assez rapide de... Bon, on parle de 20 points de base, c'est pas non plus monstrueux, mais on a, sur le 10 ans, mais on a été surpris quand même par le rythme de hausse. Fondamentalement, il nous semble que l'environnement de croissance et d'inflation, même si l'inflation mécaniquement va remonter un peu, milite pour des taux longs qui vont rester assez bas, surtout que la Fed continue d'acheter 120 milliards par mois et qu'ils ne veulent pas signaler de sitôt un ralentissement des achats. Donc je pense que fondamentalement, la hausse des taux longs devrait être assez modérée. Ce qui m'inquiète, c'est la microstructure de marché. Et j'aime toujours rappeler ce qui s'est passé en mars dernier, quand les actions commençaient à baisser très sérieusement, les rendements 10 ans Treasuries ont monté de 60 points de base. Ce qui était tout à fait irrationnel, mais ce qui s'expliquait par des débouclements de positions, des positions... Recherche de liquidité, hein, c'est ça. Voilà. On vendait ce qui était le plus liquide dans les portefeuilles. Des positions très leveragées, avec beaucoup de leviers, parce que la volatilité était extrêmement basse. Alors, on est probablement dans une situation un peu différente aujourd'hui, mais ce qui m'inquiète, c'est qu'effectivement, tout le monde s'attend à des taux longs qui vont rester assez bas, surtout parce que les banques centrales le veulent et que l'inflation reste relativement modérée. Mais si les investisseurs commencent à couvrir ce risque de hausse des taux longs, qui serait très déstabilisateur pour l'ensemble très déstabilisant pour l'ensemble des marchés, alors on pourrait avoir des mouvements qui sont beaucoup moins ordonnés. Donc c'est surtout de ça qu'il faut se méfier. C'est plus un risque de marché, vous dites, qu'un vrai risque macro. Justement, si on met de côté le phénomène exagération de marché, ce serait quoi un niveau approprié du 10 ans américain en fin d'année, Vincent ? Autour de 1,25, 1,50, c'est possible, mais au-delà de ça, fondamentalement, je ne pense pas. Surtout avec une Fed qui ne veut pas signaler trop tôt le fameux tapering, le ralentissement des achats d'actifs. Ouais. Véronique, est-ce que le plan Biden, la politique de la Fed, au fur et à mesure évidemment que le temps passe, ça reste quand même très consistant, très important. Est-ce que ça permet d'envisager une sortie par le haut, effectivement, pour l'économie américaine, en l'occurrence ? Écoutez, moi je crois, en tout cas sur le papier. Et après, toute la nuance sera dans ce qu'ils pourront faire effectivement et avec quel timing. Sur le papier, vous avez quoi ? C'est pas un plan pour faire face à la crise, aux effets de la crise du Covid. N'oublions pas, ce plan Biden, c'est un vrai plan de reprise, de relance keynésien qui s'attaque aux faiblesses de l'économie américaine de ces, grosso modo, 10 dernières années, voire un peu au-delà, et qui est véritablement, pour moi, révolutionnaire par rapport aux 4 dernières décennies de la politique économique. C'est une rupture
totale d'orientation de la politique économique. Donc si on prend le plan sur le papier, si on parle de plus de 7 000 milliards de dollars, donc là vous mettez tout compris dans le programme de Joe Biden sur tel qu'il a 10 ans, été vendu tel dans la qu'il a campagne. été vendu. Sur 10 ans. Logiquement, vous dites, là, le gars, il est là pour 4 ans, il va en faire le maximum dès le début. Et ce maximum, c'est quoi? Il y a du symbolique, la réforme de la fiscalité. Il ne peut pas s'asseoir dessus. Il s'agit effectivement d'introduire essentiellement, non seulement des petites hausses de taux de fiscalité, mais ce n'est pas tellement ça. Ouais. C'est surtout la fiscalité sur les revenus du patrimoine, enfin d'actifs, du capital. Ça, c'est quand même assez révolutionnaire, même si on parle de revenus de plus d'1 million de dollars. Mais aux États-Unis, on y est quand même assez souvent et assez vite, plus vite qu'en Europe. Et c'est vraiment un plan de redistribution des revenus, également aux salaires, etc., création d'emplois, création d'un vaste programme de logement et d'investissement en infrastructure sur une base environnementale dont on espère qu'elle créera justement le levier privé et puis l'effet schumpeterien, pour relancer véritablement la croissance structurelle. Donc il y a la phase de soutien, mais il traite des maux profonds de l'économie américaine aujourd'hui. Exactement. Et finalement, moi je trouve très équilibré en réalité parce qu'il a une partie offre qui est très solide et une partie demande à l'égard des classes moyennes qui sont en souffrance depuis longtemps et qui devrait permettre effectivement, si la partie offre fonctionne, de commencer à réduire les inégalités. Voilà, c'est un peu à terme, mais bon. Et donc à partir de là, vous dites quoi? Si ça marche, c'est le plan qui va effectivement permettre de restaurer les gains de productivité structurels. Or, le niveau des taux d'intérêt, c'est la productivité. À terme, il y aura convergence, effectivement, des rendements réels entre le rendement du capital et le rendement économique. Donc, je pense qu'effectivement, et normalement, ce plan-là, si on le prend au pied de la lettre, il doit faire remonter les taux d'intérêt. Après, on vient à la question politique et peut-être plus important, plus difficile. Est-ce qu'on peut effectivement créer une rupture de politique économique aussi facilement quand on passe d'une économie hyper financiarisée qui est devenue une économie de rente et qu'on veut en faire une économie d'interventionnisme de l'État, des dépenses publiques beaucoup plus keynésiennes? Où est-ce que ça bloque? Comment ça se fait avec les risques d'accélération sur les marchés financiers? Parce que c'est ça, le risque finalement du plan Biden tel que vous l'avez décrit, avant le filtre politique, c'est quand même que ça crée des problèmes sur les marchés. Et que l'économie américaine, toute financiarisée qu'elle est, elle ne peut pas justement précisément parce qu'elle se déconnecter elle-même des marchés. Elle est tellement financiarisée. Rappelez-vous, Tina quand même. Là, moi je la vois, l'autre alternative. C'est les taux d'intérêt. Ouais. Donc, effectivement, c'est un changement potentiel de modèle radical. Ou alors, Biden échouera à implémenter ces réformes, au moins dans un temps suffisamment court pour véritablement créer l'effet de choc que devrait créer ce programme-là. C'est toute la question, avec l'ambiguïté, parce qu'on passe d'un scénario à son extrême inverse. Dans le premier scénario, on a des taux qui montent et des perspectives structurelles pour l'économie américaine qui s'améliorent. La déflation, on peut la mettre de côté. Et les taux montent pour de bonnes raisons. Et la Banque centrale sera embêtée dans 12 mois, elle ne pourra pas maintenir le même credo. Ou c'est beaucoup plus dilué, mais alors dans ce cas, on n'aura pas la reprise structurelle et la Banque centrale reste aux manettes et les taux d'intérêt restent bas. Moi, aujourd'hui, je ne sais pas, très honnêtement, je ne sais pas comment pondérer ces deux scénarios et je pense qu'en plus, l'épidémie aidant, effectivement, il nous faut un peu plus de temps pour y voir clair, donc plutôt la prudence. Bon. Un mot des marchés quand même, peut-être un petit état des lieux des marchés en ce début d'année. Vincent Chéniaud chez General Investment, qu'est-ce que vous dites? Est-ce que vous êtes prudent, constructif, positif là sur l'année pour les actifs risqués? On a parlé des enjeux macro, évidemment il y a les politiques monétaires qui sont toujours en soutien, le manque d'alternatives. Quand on fait l'équation de tout ça, qu'est-ce qu'il en ressort? Non, on reste, et on l'était depuis un certain temps positif sur les actifs risqués. Avec un bémol quand même, d'abord je ne pense pas que l'année 2021 va être linéaire. Je pense qu'on est dans un environnement, dans un paradigme financier où les corrections seront plus fréquentes parce qu'on a des taux réels extrêmement bas, des banques centrales qui continuent de pousser, donc ça favorise des valorisations qui sont très tendues, mais quand les valorisations sont tendues, le risque de correction est également plus important. Donc ce qu'il va falloir surveiller comme le lait sur le feu,
c'est le positionnement des investisseurs. Ouais. Et là, on s'aperçoit quand même que ça a pas mal bougé depuis deux mois et demi. Non seulement le sentiment des investisseurs s'est amélioré, si vous regardez les enquêtes auprès des investisseurs, l'enquête Sentix par exemple, les anticipations sont extrêmement positives, mais même dans le positionnement, on a quand même eu depuis un peu plus de 2 mois, plus de 200 milliards de flux vers les fonds actions. Donc c'est un reversement de tendance très net. Alors je ne pense pas que le positionnement soit encore extrême. La volatilité reste assez élevée finalement sur les marchés actions. La volatilité reste assez élevée. Il y a quand même cette fragilité inhérente. Les flux ont été très importants. Je ne pense pas que le positionnement soit aussi extrême qu'il ne l'était début 2018. Souvenez-vous le flash crash qui avait suivi en février 2018. Oui. Je ne pense pas qu'on en soit là. Mais si on regarde un certain nombre d'indicateurs de positionnement, on se rapproche quand même de niveaux assez élevés. Donc on reste positif, mais un peu moins enthousiaste qu'on ne l'était il y a 2 ou 3 mois. Les spreads de crédit également se sont énormément serrés. Donc là encore, on voit un peu de potentiel, mais les spreads investment grade, par exemple, sont revenus sur les niveaux d'avant-crise, d'avant la crise Covid. Donc le crédit a extrêmement bien performé. Donc le potentiel est quand même plus limité. Si les valorisations sont les sources de fragilité du marché, est-ce que ça veut dire qu'il faut aller privilégier les parties du marché qui sont les moins bien valorisées aujourd'hui ? Est-ce que c'est ça l'idée d'investissement de 2021, ce côté un peu asymétrique qu'on pourrait exploiter ? On croit toujours, en l'occurrence, on pense qu'il y a encore de la place pour une rotation vers les actifs cycliques, vers la value. Donc clairement, la value c'est bien reprise maintenant depuis 2 mois et demi, mais elle part de très loin, avec une sous-performance très prononcée depuis plusieurs années, accentuée par la crise Covid et la remarquable performance de la tech. Donc là, on pense qu'avec la réouverture, on croise les doigts de nos sociétés et de l'économie cet été, les valeurs cycliques, la value pourrait se reprendre. On voit encore du potentiel sur les marchés émergents. Les devises émergentes, notamment, sont à la traîne. Les marchés actions émergents ont commencé à bien se reprendre par rapport aux marchés développés. Mais là encore, ils viennent d'assez loin. Même chose, il y a encore du potentiel sur le marché de dette émergent, la dette en devises, en dollars, en euros notamment. Donc, oui, on est encore assez confiant sur ces secteurs value. Voilà, le cycle. Ouais. Véronique, sur les marchés, des fragilités, effectivement. Moi, je suis assez d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, sous réserve que, et à partir du moment où, j'aurai la garantie que le cycle pourra s'amorcer. Et là, malheureusement, il y a d'abord l'évolution de l'épidémie. L'aspect sanitaire qui reste préoccupant. L'aspect sanitaire qui est vrai, je sais pas, je pense que si on arrive à sauver le premier trimestre, c'est-à-dire que deuxième moitié de février, on peut se dire, voilà, le plus gros du regain d'épidémie qui est derrière nous, on peut atténuer un peu les mesures si on décale tout d'un trimestre ou deux, ça devient plus compliqué. Si on décale tout, ça devient franchement plus compliqué. Il faut reconsidérer des mesures de politique économique d'ampleur considérable, avec forcément pas les mêmes choses. À mon avis, on ne peut pas dupliquer simplement et se dire c'est tout bon, les gouvernements et les banques centrales sont là. Non, je pense que c'est beaucoup plus complexe. Et puis, les effets psychologiques et les effets comportementaux sont beaucoup plus difficiles à anticiper. Donc, voilà, moi, je veux bien adhérer avec l'histoire cyclique, elle coule de source, y compris pour les value, parce qu'on a fait un petit bout de chemin qui pourrait être beaucoup plus élevé en cas de vraie reprise. Mais j'ai beaucoup de doutes sur cette vraie reprise. Je suis encore dans l'expectative. Bon, Philippe Wechter, pour conclure avec vous, en tant qu'économiste, là, comment vous regardez le niveau de valorisation de prix sur les marchés d'actifs risqués ? La Fed regarde ces sujets-là, évidemment, comme d'autres banques centrales. Est-ce que tout est dans les prix déjà aujourd'hui ? Est-ce que le marché est fragile ? Quel est votre sentiment par rapport à ça ? Moi, je crois que sur les marchés, on a un peu trop tendance à considérer que finalement, assez vite, en 2021, toutes les questions sanitaires seront résolues. Je trouve qu'on va un peu vite en besogne et on a avec le sentiment que l'économie demain sera assez proche de celle qu'on avait avant. Je n'ai pas le sentiment qu'on soit dans cette logique parce qu'il y a des tas de secteurs qui ne reprendront pas une activité normale, que ce soit le transport aérien, que ce soit l'hôtellerie, d'autres secteurs qui vont être durablement pénalisés. L'économie va être, à mon sens, plus longuement affectée par la crise sanitaire que
on a envie de le croire, on a envie d'imaginer que très vite, tout va aller bien. On imaginait que les vaccins allaient résoudre toutes les questions. On voit que ce ne sera probablement pas le cas et pas dans la densité, dans l'intensité qu'on l'imaginait. Donc je pense que de ce point de vue-là, 2021 va être beaucoup plus complexe que 2020. 2020, on a eu, notamment en Europe, une situation où on a tout arrêté, les gouvernements se sont mis en face et finalement l'économie a été plutôt résiliente. 2021, la question, si la crise sanitaire se prolonge, on va avoir des gouvernements qui vont mettre encore des moyens considérables, des banques centrales qui vont être toujours très actives. Et la question, pour reprendre ce que disait Véronique, c'est quelle crédibilité auront ces politiques si effectivement l'activité ne redémarre pas, si la dynamique des revenus n'est plus aussi robuste qu'on le voudrait, si la dynamique de l'emploi n'est pas au rendez-vous. Comment les ménages, comment les entreprises vont appréhender cette situation. Et je pense que de ce point de vue-là, 2021 sera beaucoup plus complexe. C'est-à-dire qu'en 2020, tout le monde avait dans l'idée, notamment au début, l'État intervient, c'est juste un mauvais passage à avoir, mais tout va redevenir normal. Si les choses s'inscrivent dans la durée, il peut y avoir la perception que finalement, ce ne sera peut-être pas aussi simple que ça. Et donc, moi, ce que je crains le plus en 2021, c'est qu'il y ait une sorte de défiance vis-à-vis de l'efficacité de la politique économique. Et ça bouleverserait pas mal les anticipations qu'on peut avoir. Nous, on considère qu'il est très peu probable que les taux évoluent à la hausse de façon significative. On ira peut-être un peu au-delà d'1% aux États-Unis, mais sur l'Europe, on a du mal à imaginer que les choses bougent de façon très importante. Bon, on voit bien que les taux américains déjà se sont un peu détendus après avoir touché 1,18% pour le 10 ans américain au plus haut depuis la crise, je crois, la semaine dernière. Merci à vous trois, merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir dans Smart Bourse sur Bismart. Philippe Wechter qui nous accompagnait à distance, directeur de la recherche économique d'Ostrom Asset Management, et en plateau Vincent Chéniaud, le directeur de la recherche marché de General Investments, et Véronique Riche-Flores, présidente, économiste et présidente de RF Research. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique marché à thème. Le thème du jour, c'est le thème des small caps et plus précisément le thème Euronext Growth, un des compartiments opérés par Euronext à la Bourse de Paris. Et on en parle avec Cécile Aboulian qui est responsable de l'analyse financière d'Euroland Corporate. Bonsoir et bienvenue Cécile. Pourquoi est-ce qu'on parle avec vous spécifiquement de ce compartiment Euronext Growth? Parce que c'est un sujet qu'on a déterminé ensemble, mais parce que ça vaut le coup de s'intéresser à ce compartiment spécifique qui affiche une croissance de plus de 30% l'an dernier, en 2020. Oui, les small caps sont à plus 7, je crois, le CAC Small est à plus 7. Là, on a un compartiment Euronext Growth qui a plus de 30% de hausse. Exactement. C'est pour ça qu'on s'y intéresse, parce que la performance est extraordinaire. Ah oui. On peut peut-être le définir, savoir ce que c'est. Alors, Euronext Growth, effectivement, c'est un compartiment d'Euronext. C'est un compartiment qui rassemble environ 200 sociétés cotées en bourse. Parmi les plus petites de la place de Paris, sont des sociétés qui font environ 70 millions de capitalisation boursière d'euros et 90 millions d'euros de chiffre d'affaires. Oh. C'est un compartiment qui est régulé, non réglementé, qui a été créé en 2005 pour ces sociétés, ces petites sociétés, pour qu'elles aient une place de marché spécifique, avec une réglementation plutôt simplifiée, afin que les dirigeants d'entreprise puissent s'orienter sur leur opérationnel, sur leur activité, sans être obligés d'avoir un investor relation, un responsable de la communication, parfois même pas un DAF. Ouais. Donc, c'est régulé, les choses sont regardées, mais de façon un peu plus légère que sur Euronext. C'est l'ancienne Alternext, hein, c'est Absolument. Ça, si je ne dis pas de bêtises. On parle quoi de petites, voire de micro-cap. Il y a des entreprises dont les noms sont très connus, hein, des investisseurs et des boursiers, mais en termes de capi, vous dites c'est plutôt de la micro-cap. Ça peut aller de 1 milliard donc c'est ça. Jusqu'à 1 million d'euros. Eh oui, c'est ça. Donc le spectre est large, effectivement avec une moyenne de 70 millions d'euros.
Un des faits marquants de l'année pour ce compartiment Euronext Growth, vous avez dit un peu plus de 200 sociétés, c'est que y en a 10% quasiment qui ont rejoint Euronext Growth, soit à travers des introductions en bourse, soit à travers des transferts d'une place de cotation vers Euronext Growth. Elles sont plus de 20 sociétés l'an dernier à avoir rejoint ce compartiment. C'est un chiffre qui montre une accélération assez forte, Cécile. En réalité, c'est même le chiffre le plus important depuis 10 ans. 21 sociétés qui ont rejoint Euronext Growth. Alors, il y a plusieurs façons de rejoindre ce compartiment, soit par IPO, offre au public, soit par cotation directe, soit par transfert. Et cette année, le fait marquant, c'est qu'il y a eu beaucoup de transferts. Il y en a eu 13. C'est le nombre le plus important depuis 10 ans. Pourquoi ? Parce que dans un environnement peut-être un peu plus tendu pour les dirigeants d'entreprise, ils n'ont peut-être pas voulu se rajouter de la réglementation, ni des coûts supplémentaires. Et on a vu donc 13 transferts s'opérer, avec par exemple Monsieur Bricolage, Fleury Michon. C'est une tendance qu'on imagine pouvoir se poursuivre sur l'année 2021. Parce que qu'est-ce qu'offre ce compartiment de marché ? Donc on parlait d'une réglementation plus légère. C'est quoi ? C'est par exemple pas d'obligation de communiquer sur des chiffres d'affaires trimestriels, des résultats trimestriels. C'est pas d'obligation d'auditer les comptes en semestriel. C'est lorsqu'on veut lever des fonds à hauteur de moins de 8 millions d'euros, pas être obligé de faire des prospectus. Et cette opération de transfert de marché d'Euronext à Euronext Growth n'est pas une opération très compliquée à mettre en œuvre. Elle peut mettre 4 mois. Il faut une assemblée générale ordinaire. Et donc, ce sont des choses qu'on peut mettre en place facilement et qui peuvent du coup venir alimenter l'opérationnel du dirigeant, parce que moins de coûts et puis moins de travail. Bien sûr, c'est des arbitrages dont on entend parler régulièrement, effectivement. Donc 21 sociétés qui ont rejoint Euronext Growth l'an dernier. Que dire derrière ces 31% de hausse parce que là, c'est la hausse moyenne des 200 et quelques sociétés qui sont recensées dans ce compartiment Euronext Growth. Mais derrière, en termes de secteur, qu'est-ce qu'on retrouve comme type de performance, Cécile ? Peut-être les 31% sont à mettre au regard de la contre-performance du compartiment depuis 2 ans. Ce qui fait qu'en début d'année, on l'avait déjà précisé, mais en début d'année, le niveau de valorisation de ces sociétés en particulier était en relatif plus intéressante que les larges. Donc les gens s'y sont intéressés. Puis on a pu remarquer aussi en 2020 qu'il y a pas mal d'investisseurs particuliers qui sont rentrés sur le marché. Et ce sont des investisseurs qui ont un profil un peu différent de ce qu'on commence à entendre. Des profils peut-être plus jeunes et moins adverse au risque. Et qui dit moins adverse au risque dit plus intéressé par les small et mid, d'où cet intérêt pour Euronext Growth. Et puis aussi, sur Euronext Growth, il y a 24% des sociétés cotées qui sont représentées par des biotech, medtech, qui ont le vent en poupe cette année. Parce qu'il y en a qui ont proposé des solutions contre la Covid, que ce soit sur les tests, que ce soit sur les vaccins, que ce soit sur le diagnostic. Donc ça, c'est à peu près 50% des 10 premières biotech d'Euronext Growth qui proposaient une solution Covid. Une solution Covid. Voilà. D'accord. Et ça, c'était le secteur phare de l'année, hein, c'est ça, 2020. C'était le secteur phare, oui. La première société qui a fait 5700% de hausse, Novacite. Donc c'est une société qui s'est spécialisée sur les tests, des tests qui sont plutôt disponibles en Angleterre, mais en réalité, ça se traduit dans les chiffres. C'est une société EOS1 qui a multiplié son chiffre d'affaires par 10, qui faisait l'an dernier un chiffre d'affaires de 13 millions d'euros en 2019, un chiffre d'affaires de 13 millions d'euros et le consensus attend 300 millions d'euros en 2020. Elle était à peu près à l'équilibre, elle devrait faire 210 millions de BE, donc ça se justifie. C'est la même chose pour Biocinex qui propose des tests. Il y a qui a gagné plus de 500%, je crois, Biocinex. Mais donc voilà, derrière les chiffres délirants de hausse, il y a quand même une réalité fondamentale. Hein. Il s'est quand même passé quelque chose pour ces sociétés. Donc vous avez dit Novacite, c'est plus 5700%, Biocinex, plus 538%. Oui, il s'est passé quelque chose pour ces boîtes-là. Et on se dit que d'un point de vue boursier, elles sont peut-être en train de changer de catégorie, passer de biotech à pharma. Et du coup, on ne les regarde pas avec les mêmes multiples non plus. Alors qu'avant, ça pouvait ne pas nous choquer de les payer 10 fois le chiffre d'affaires. Maintenant, on est plus sur des niveaux. On regarde plutôt la rentabilité. Là, elle se paye 3-4 fois le BE. Si elle se paye comme une pharma, on peut imaginer que ça continue. Mettre entre parenthèses quand même l'effet Covid qui permet pendant les mois qui viennent... qui a dopé l'activité, effectivement. Voilà.
On fera un focus spécial biotech demain à 19h15, je le dis au passage. Il nous reste 3 minutes, Cécile. 1 minute pour chacune des valeurs favorites que vous avez identifiées sur ce compartiment d'Euronext Growth. Il y a AgriPower, Delfingen et Reworld Media. Oui, alors ce sont 3 sociétés qu'on souhaite mettre en avant parce que AgriPower, c'est sur l'énergie verte. C'est une société qui a été cotée en bourse il n'y a pas longtemps, qui est spécialisée dans les unités de méthanisation, c'est-à-dire qu'elle capitalise sur la matière organique pour faire du biogaz. Donc c'est dans l'air du temps. Mais au-delà de ça, c'est une société qui n'a pas beaucoup de charges, pas beaucoup d'actifs et qui va donc capitaliser sur la croissance qu'elle va faire. Et alors qu'en 2020, elle a pris un peu de retard sur les installations d'unités de méthanisation, ça devrait se rattraper et elle devrait capitaliser sur sa croissance. Donc, pour nous, c'est une société qui est intéressante. Voilà, on est à l'achat sur cette société. Bon. Delfingen, dans le secteur auto, si je ne dis pas de bêtises. Exactement. C'est le leader en Europe et en Amérique du Nord de la protection des faisceaux dans les véhicules. Et elle a eu une année particulièrement marquante parce qu'elle a fait l'acquisition d'un de ses principaux concurrents qui s'appelle Schlemmer. Un concurrent qui va lui apporter 115 millions d'euros de chiffre d'affaires en plus. Et sur la fin de 2020, elle a bénéficié de l'accélération du marché sur les véhicules hybrides et électriques avec un chiffre d'affaires et une surperformance surtout qu'elle a affiché et qu'elle affiche à chaque publication. Bon, on est vraiment là, AgriPower, Delfingen, c'est porté par des tendances de long terme, donc l'énergie renouvelable, verte, méthanisation, Delfingen avec le côté voiture électrique, la mutation du secteur automobile. Il nous reste à dire un mot de Reworld Media, dans le secteur des médias, évidemment, un groupe qui s'est construit notamment par acquisition, je crois, Cécile. Absolument, dont la dernière acquisition était Mondadori en 2019, acquisition à 100%. C'est effectivement le groupe leader des magazines thématiques, avec des magazines comme Téléstar, Auto Plus ou Closer. Et c'est une société qui fait encore 70% de son EBE sur le print, mais qui se renouvelle et qui accélère son renouvellement vers le digital, mais aussi vers la télé, vers l'événementiel, avec la prise de participation très récente de Hopscotch à plus de 20%. Donc, ce qu'elle cherche, ce sont de nouveaux relais de croissance et surtout capitaliser sur les marques, parce qu'elle a des marques fortes qui vont lui permettre... C'est la transformation de l'entreprise qui intéresse en bourse, là, c'est ça ? Là, ce qui intéresse, c'est le niveau de valorisation, parce que c'est une société qui... Dans les médias, c'est pas cher. C'est une société qui est valorisée au niveau de la presse papier. Elle est valorisée 5 fois son EBE. Pas cher. Et voilà. Et je trouve qu'on met un peu de côté... profil, vous dites. Oui, je trouve qu'on met un peu de côté tout ce qui est diversification, notamment digitale. Et c'est ce qui nous intéresse dans ce dossier-là. AgriPower, Delfingen, Reworld Media, 3 valeurs favorites identifiées par Cécile Aboulian et les équipes de Roland Corporate sur ce segment Euronext Growth dont on parlait avec vous ce soir. Merci beaucoup Cécile, je rappelle que vous êtes responsable de l'analyse financière chez Euroland Corporate. Ainsi se termine Smart Bourse ce soir. On se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart. C'était Smart Bourse avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social.